Salut tout le monde, Sahar Mtankoum. Aujourd'hui, nous allons voir la conduite atténuée devant une cétoacidose diabétique. Alors, comme définition, la cétoacidose diabétique est un désordre métabolique, hydrique et électrolytique caractérisé par une glycémie qui est supérieure à 2,5 g par litre, la cétonurie et la glycosurie qui seront positives à la bandelette urinaire, un trou anionique qui est supérieur à 16 et une hypophosphorémie. Donc, généralement, le diagnostic d'une cétoacétose diabétique est évoqué devant l'installation progressive et sur plusieurs jours des signes qu'on va citer. Donc, en premier lieu, on va avoir des signes d'hyperglycémie, à savoir un syndrome polyurépoïdépsie qui est une sensation de soif intense. Par la suite, on aura les signes de cétose, soit une odeur acétonique de la laine, donc c'est une odeur qui ressemble à celle d'une pomme pourrie, des troubles digestifs mineurs de type nausées, vomissements et de douleurs abdominales. À la phase d'état, on aura les signes de déshydratation, donc c'est une déshydratation qui sera d'abord extracellulaire, qui va devenir par la suite globale avec des signes de déshydratation intracellulaire. On aura également ce qu'on appelle la dyspnée du molle, qui est très caractéristique de l'acidose, des troubles digestifs qui seront marqués par des douleurs abdominales très intenses, pouvant parfois simuler un abdomen chirurgical, des troubles de la conscience à type d'obnubulation pouvant aller jusqu'au coma. Maintenant, pour la démarche diagnostique, donc le premier geste à faire, c'est une glycémie capillaire. Donc, glycémie capillaire et une bandelette urinaire à la recherche des corps cétoniques. Par la suite, on va lancer notre bilan d'urgence qui va comprendre une formule, TP, INR, une fonction rénale, donc urécréate, une CRP, à la recherche d'une éventuelle cause infectieuse qui sera à l'origine de cette décompensation, donc cause infectieuse. On va faire également une glycémie veineuse, et surtout un ionogramme sanguin. Vu la fréquence des dyscalémies qui sont souvent associées à l'acidose. On va faire aussi une gazométrie afin de confirmer la présence de l'acidose, un ECG à la recherche des signes électriques des dyscalémies, donc signes électriques des dyscalémies, notamment l'hypercalémie, car au cours de l'acidose, il y a une sortie des ions de potassium du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc on va prendre également la tension artérielle du patient et sa température. Maintenant, on arrive à la prise en charge thérapeutique. Donc, il faut savoir qu'en termes de prise en charge de la cétoacétose diabétique, il existe 4 volets principaux. Donc, le premier, c'est la réhydratation. Le deuxième, c'est l'insulinothérapie. Le troisième, c'est la correction de la kaliémie. Et le quatrième, c'est la correction de l'acidose. Alors, on va commencer par le premier volet qui est la réhydratation.
Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs schémas pour la réhydratation. Nous, on va faire le plus simple qui va se faire comme suit. Donc, dans un premier temps, on va mettre 1 litre de soluté de réhydratation qu'on va faire passer en 1 heure de temps. Par la suite, on va mettre 1 litre qu'on va faire passer en 2 heures de temps, puis 1 litre en 3 heures, puis 1 litre à faire passer en 4 heures, et vers la fin, on va mettre 1 litre toutes les 4 à 6 heures. Maintenant, pour les différentes solutés de réhydratation qu'on va utiliser, donc on va mettre de sérum salé isotonique à 0,9%. Si la glycémie est supérieure ou égale à 2,5 g par litre. Si la glycémie est comprise entre 2,5 et 1,5 g par litre, là on va mettre de G5, donc sérum glucosé à 5%. Si la glycémie est inférieure à 1,5 g par litre, là on va mettre du sérum glucosé à 10%. Par la suite, une fois qu'on aura une glycémie qui va avoisiner les 0,7 g par litre, là on va arrêter l'insulinothérapie et on va mettre du sérum glucosé à 30% jusqu'à l'obtention d'une glycémie à 1,5 g par litre. Donc, une fois notre glycémie va avoisiner les 0,7 g par litre, donc on va arrêter l'insuline et on va mettre du sérum glucosé à 30% jusqu'à l'obtention d'une glycémie à 1,5 g par litre. Alors maintenant, on va passer au deuxième volet qui est l'insulinothérapie. Donc dans un premier temps, notre patient va recevoir un bolus d'insuline ordinaire à raison de 0,1 unité par kilo en IVD. Par la suite, on va passer à la pousse-seringue électrique, toujours à raison de 0,1 unité par kilo par heure, qu'on va mélanger avec 56 c de sérum salé isotonique. Donc, dans ce cas-là, il faut savoir que l'insuline subit une dénaturation à partir de la 6e heure. Donc, la quantité totale d'insuline qu'on peut mettre à l'intérieur de la seringue doit être égale à celle que doit recevoir le patient au bout de 6 heures. Pour la calculer, donc on va prendre le nombre d'unités que va recevoir le patient en 1 heure et on va les multiplier par 6. Donc, que max, c'est la quantité maximale d'insuline égale à 0,1 unité par kilo par heure. Le tout va être multiplié par 6. Alors, pour rendre les choses un petit peu plus claires, on va faire un petit exemple. Donc, on va supposer un patient qui pèse 100 kg. Donc, dans un premier temps, le patient va recevoir un bolus d'insuline à raison de 0,1 fois 100 est égal à 10. Donc, notre patient va recevoir 10 unités d'insuline en IVD. Par la suite, on va passer à la pousse-seringue électrique. Donc, on va calculer notre Qmax qui est égal à 0,1 fois 100. Le tout, on va le multiplier par 6. Donc, Qmax égale à 60 unités. Donc, on va prendre nos 60 unités d'insuline, on va les mettre à l'intérieur de la seringue, puis on va compléter avec 56 c de sérum salé isotonique qu'on va administrer chez notre patient sur une durée de 6 heures.
Donc, pour le faire, on doit d'abord calculer le débit de perfusion. Donc, le débit est égal au volume qu'on souhaite administrer chez notre patient en millilitres sur la durée en heures. En l'occurrence, on a 50 cc qu'on va administrer sur une durée de 6 heures. Donc 50 divisé par 6 est égal à 8,33 cc par heure. Donc une fois qu'on aura une négativation des corps cétoniques, dans ce cas-là, on va passer à la voie sous-cutanée. En cas de non-disponibilité de la pousse seringue électrique, on peut donner des bolus d'insuline à notre patient chaque heure jusqu'à la négativation des corps cétoniques pour passer à la voie sous-cutanée. Maintenant, nous allons voir le troisième volet qui est la correction de la kaliémie. Donc, la correction de la kaliémie va se faire en fonction des résultats de l'ionogramme. Le plus souvent, on tombe sur des hyperkaliémies car en termes de cétoacédose diabétique, il y a un transfert des ions de potassium du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Quoique parfois, on peut tomber sur des kaliémies qui sont tout à fait normales, voire même des hypokaliémies. Et comme l'insuline est connue pour son effet hypokaliémiant, il est souhaitable de ne pas donner de l'insuline jusqu'à l'obtention des résultats de l'ionogramme au risque d'aggraver une éventuelle hypokaliémie préexistante. Donc, une fois qu'on aura obtenu les résultats de l'ionogramme et qu'on est devant une hyperkaliémie, donc dans ce cas-là, on va directement donner de l'insuline qui va à la fois baisser la glycémie et la kaliémie selon le schéma qu'on a vu précédemment. Si on est devant une kaliémie qui est normale, dans ce cas-là, on va supplémenter avec de l'insuline à la pousse seringue électrique avec le même débit que celui de l'insuline. Mais d'abord, il faudra calculer la charge potassique qu'on va administrer avec la formule suivante. Donc, la charge potassique en grammes est égale en nombre d'unités d'insuline dans la pousse seringue électrique sur 13,4. Donc, si on reprend notre patient de tout à l'heure chez qui on allait donner 60 unités d'insuline, donc on va faire 60 sur 13,4. On va la calculer. Donc, 60 sur 13,4. Et ça va nous donner 4,47 grammes de potassium. Donc, on va prendre notre potassium et on va le mettre à l'intérieur de la seringue qui va contenir en tout 60 unités d'insuline, du potassium et du sérum salé isotonique. Et le tout, on va l'administrer à notre patient sur une durée de 6 heures. Par contre, si on tombe sur une hypokaliémie, là, bien sûr, il ne faut surtout pas donner de l'insuline jusqu'après avoir corrigé notre kaliémie, sinon on risque de provoquer des troubles du rythme cardiaque graves chez notre patient, pouvant être à l'origine de son décès. En ce qui concerne la correction de l'hypokaliémie, donc c'est un chapitre à part que nous allons voir dans une prochaine vidéo. On va passer maintenant au dernier volet qui est la correction de l'acédose. Donc la correction ne doit se faire que si on a un pH qui est inférieur à 7 ou bien en cas d'existence d'un collapsus associé. Dans ces deux situations, on va donner 500 cc de sérum bicarbonaté iso-osmotique à 14% qu'on va faire passer en 2 heures. Sans oublier bien sûr
L'anticoagulation préventive chez les patients à risque d'accident thromboembolique. Donc, anticoagulation préventive. Donc, on va donner des doses préventives de Lovenox à raison de 0,4 cc par jour. Traiter la cause déclenchante, notamment les causes infectieuses. Et vers la fin, on va passer à la surveillance. Donc, il faut faire une surveillance clinique horaire du patient avec prise des constantes vitales. Donc, surveillance clinique horaire du malade avec prise des constantes vitales. Quantifier la diurèse horaire. Faire une glycémie capillaire et une bandelette urinaire chaque heure. Faire un bilan rénal. Un ionogramme sanguin et un ECG toutes les 4 heures. Voilà donc pour ce qui est prise en charge de la cétoacidose diabétique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je serai à votre disposition. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.